Nous sommes le 27 juillet 2024, nous sommes à 100 jours de l'élection américaine du 5 novembre. Kamala Harris peut-elle gagner contre Trump? C'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, bonjour si vous nous retrouvez depuis le continent nord-américain et particulièrement le Québec. En tout cas, j'espère que le Québec est là en force aujourd'hui vu que notre invité de cette émission spéciale à 100 jours de l'élection présidentielle américaine, 41 jours avant les premiers votes en Caroline du Nord, donc vraiment on se rapproche. Et évidemment Jean-Marc Léger, un habitué de la chute, on va le retrouver dans quelques secondes, de retour après cette trêve olympique, cette cérémonie d'ouverture dont je sais vous avez été très 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 nombreux, j'ai vu les chiffres d'audience très 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 nombreux à regarder, une cérémonie d'ouverture qui a fait craquer du côté de MAGA. On a même demandé à ce que, Kamala Harris fasse une réaction officielle et appelle au boycott contre les Jeux Olympiques. On a même demandé du côté MAGA que cessent les traités de collaboration entre les États-Unis et la France. C'est un business, hein, aussi la colère, l'outrage, etc., etc. Donc heureux de vous retrouver. On va faire donc cette émission consacrée au phénomène Kamala Harris avec au cœur, hein, ça va être la question qu'on va tenter de résoudre avec Jean-Marc Léger, de savoir si elle peut gagner contre Donald Trump, même si nous sommes relativement tôt, mais relativement proches aussi de cette élection. Salut tout le monde dans le chat, heureux de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous vous connectez, abonnez-vous à la chaîne. On approche les 16 000 abonnés. Je crois qu'on est à une petite poignée, donc je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la sonnette de notification. Voilà, on va vérifier si Jean-Marc m'entend. Jean-Marc, es-tu là? Oui, bonjour. Bonjour, Donc, William. on te voit et on t'entend. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était une éternité. En fait, non, on va voir. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à quelques heures du débat entre Biden et Trump. Depuis, il y a eu le débat avec une prestation catastrophique de Joe Biden. Il y a eu le 1er juillet la décision de la Cour suprême. Il y a eu la décision de reporter la sentence de Donald Trump à New York. Il y a eu une tentative d'assassinat. Il y a eu une convention républicaine. Il y a eu le retrait de la campagne de Joe Biden. Il y a eu l'arrivée de Kamala Harris approuvée en temps record par la quasi-totalité des démocrates. Et tout ça, c'était un mois. Aujourd'hui, ça fait un mois qu'il s'est passé tout ça. Donc, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, la première question que je vais te poser, parce que je sais que au-delà de tes qualités d'effectuer toutes ces enquêtes et ces sondages, tu es un fin observateur depuis très longtemps de la politique américaine. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as un équivalent, une équivalence à nous donner sur cette période de un mois que nous venons de vivre? Ben, c'est sûr que la campagne 2016 est un peu particulière, mais jamais comme celle-ci. Avec tout ce que vous avez mentionné, imaginez, il reste encore 100 jours. Il reste encore 100 jours de campagne parce que c'est la plus longue campagne qu'on a jamais eue. Donald Trump a annoncé sa candidature en novembre 2022 et on se retrouve aujourd'hui avec une campagne qui est tellement intensive à tous les jours. Il y a son flot de nouvelles, de rumeurs, de fausses informations. Et c'est difficile à travers ça. Mais vous voyez, entre le 27 juin, la journée du débat, et aujourd'hui, les fluctuations, malgré tout, des sondages ne sont pas énormes. Hein? C'est-à-dire que Donald Trump avait perdu 3 points au total avec son inculpation. Et jusqu'à maintenant, Mme Harris a gagné 3 points sur Donald Trump depuis la dernière campagne. Tout est quand même pas mal figé, hein? Même s'il y a des événements qui
En théorie, dans une campagne électorale, un seul de ces événements-là devrait perturber la campagne, mais c'est comme à tous les jours. On s'habitue à banaliser le comportement de Donald Trump, on s'habitue avec ses hauts et bas de l'opinion, mais quand même, c'est à partir de maintenant, il y a un intérêt beaucoup plus élevé pour la campagne électorale qu'il n'a jamais eu. Parce que la majorité des Américains ne souhaitaient pas une revanche Trump-Biden. Maintenant, c'est une nouvelle réalité qui commence aujourd'hui. Ouais, non, c'est une nouvelle réalité, comme tu fais bien de le dire, il reste 100 jours, comme je précisais, 100 jours avant le 5 novembre, mais les Américains ont cette spécificité, et je pense que c'est un facteur extrêmement important lorsqu'on va regarder le calendrier, de commencer à voter très tôt. En Caroline du Nord, qui a le potentiel d'être un État clé, on va commencer à voter dans 41 jours. Dans d'autres États clés, on est à 2 mois de l'élection, donc ça va être important parce que on va voter par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. On va pas se projeter en se disant, bah tiens, dans 2 mois, la situation pourra être différente. Et lorsque tu parles de cette espèce de calendrier complètement fou, on est à peu près à quelques jours, à 1 mois. Il nous reste encore 1 mois d'ici la fin de la convention démocrate. Donc on est vraiment au milieu du pont. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était important de se parler, aujourd'hui. Donc tu viens de nous dire quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est cette fluctuation assez limitée dans les sondages. Oui, Comment tu exactement. expliques, comment tu expliques du coup cette campagne qui a commencé dans les médias et qui après a eu un écho au sein du Parti démocrate. Comment tu expliques cette campagne qui a eu pour éliminer Biden, alors que dans la réalité des sondages, on était à peu près dans les mêmes niveaux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément majeur à comprendre, c'est que le vote pour Donald Trump, il est solide. C'est un plancher et un plafond en même temps. Donald Trump a obtenu 46 en 2016, 47 en 2020, et aujourd'hui, dans les sondages, il est toujours autour du 47. C'est pas là que ça fluctue. Là où ça a fluctué, c'est du côté démocrate, où Joe Biden avait obtenu 51 aux dernières élections, avait chuté autour de 42 au pire de ces moments, c'est-à-dire le lendemain du débat. Et ce 9 points de pourcentage-là perdu, c'est en allé un peu partout. C'est en allé normalement aussi chez Robert Kennedy, chez le troisième candidat et quelques autres petits candidats. Depuis le retour de Kamala Harris, Donald Trump n'a perdu qu'un seul point, entre 46 et 47 des votes en moyenne, dépendant du sondage, alors que Kamala Harris a grimpé de façon importante dans les sondages pour aujourd'hui être entre 0 et 2 points d'écart avec Donald Trump, dépendant les sondages. Le Wall Street Journal parle de 2 points d'avance pour Donald Trump. New York CNN parle d'1 point. Ipsos Reuters ont indiqué 2 points d'avance pour de Mme Harris. Donc, on voit, on est toujours dans la marge d'erreur, là, à environ entre 0 et 2 points d'avance pour Donald Trump. Et donc, à ce moment-ci, donc, il y a un mouvement de l'électorat. Mais ce n'est que le début. Hein, William, il y a des moments qu'on appelle les moments magiques où l'électeur est ouvert à changer d'idée. C'est ce qu'on vit présentement. Parce que là, partout aux États-Unis, il y a une discussion. Est-ce que je peux me fier sur Kamala Harris? Est-elle assez forte ou non? Et c'est ça la question aujourd'hui. Et à tous les jours, là, on voit l'opinion publique se former, se radicaliser à cet égard-là. Et elle est en train d'aller chercher, dans le fond, tout le vote des tiers partis ou le vote anti-Trump, là, qui revient tranquillement au bercail vers les démocrates. Elle a fait un travail sans faille jusqu'à maintenant. On pourra en reparler sur le processus, là, parce que moi, j'ai ma petite idée, William. Moi, j'ai bien l'impression que Joe Biden a décidé bien avant dimanche de démissionner, mais qu'il a laissé l'équipe de Mme Harris s'installer, prendre le pouvoir et s'assurer qu'à la minute où il démissionnait, Kamala Harris a parti la machine et en 48 heures, elle a rallié l'ensemble des leaders démocrates. On parle de l'extrême gauche de Bernie Sanders ou Mme Cortez. On parle ensuite de l'autre côté des gens qui sont plus centristes, presque Joe Manchin, qui ne l'a pas appuyé, là, mais jusque-là, vous savez. Et donc, la clé, c'est qu'en 48 heures, elle a ramené tout ça. Elle est allée chercher la majorité des délégués et près de 100 millions de financements dans le premier 48 heures. Cette machine-là, là, était prête à la guerre. Et pour moi, dans le fond, Joe Biden a facilité
non seulement par son appui, mais par son organisation. Parce que les gens ont remarqué là, que l'organisation de Joe Biden est la même pour Kamala Harris. Les mêmes co-directeurs de campagne, peut-être qu'une troisième personne qui va se joindre, on parle de David Plouffe, là, ce n'est pas encore fait. David Plouffe est un ancien dirigeant de la campagne de Barack Obama. Et oui, dans ce premier 48 heures-là, c'est pas vrai qu'à 1h26 dimanche, Mme Harris s'est dit, parfait, je commence ma campagne. Non, 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 non. À mon avis, ils ont bien préparé leur coup et ils ont réussi. Et on est à peu près d'accord. Il y a cette expression en politique dont l'origine est assez confuse, où on dit qu'en politique, il ne se passe jamais rien au hasard. S'il se passe quelque chose, c'est que ça a bien été décidé avant. On peut même aller plus loin sans rentrer dans la théorie du complot et se dire que le calendrier de cette décision de Joe Biden n'est peut-être pas le fait du hasard, d'avoir attendu que la convention républicaine passe, d'avoir été cette espèce de bouclier, en tout cas d'avoir pris toutes les critiques sur lui, d'avoir du coup préservé ces fameux points favorables pour Kamala Harris, préserver son image qui va être maintenant attaquée. Mais je trouve que ce calendrier de 100 jours, on est à un peu plus de 100 jours, est extrêmement à son avantage. Ce que tu venais de décrire en disant c'est que le début, c'est en fait, on se rend compte que les électeurs démocrates sont en train de rentrer à la maison. Ils sont en train d'aller s'inscrire derrière Kamala. Maintenant, le challenge va être d'ouvrir à cette coalition, aller chercher des femmes, aller chercher des indépendants. Et je voudrais avoir ton avis. Je disais qu'un des points à vraiment surveiller, c'est le score des candidats de troisième partie, les RFK Junior, etc. Et que je pense que l'entrée en campagne de Harris va correspondre à un effondrement de ces candidats-là, parce que c'était eux qui bénéficiaient des voix de démocrates qui n'étaient pas convaincus à 100% par la candidature de Joe Biden. Tu es d'accord avec cette analyse-là? Ah, d'accord. Et non seulement ça, comme sondeur, on les surévalue. Parce que c'est un vote de contestation et ces gens-là, souvent, ne vont pas voter. C'est des gens anti-système. Fait que, comme nous, on sait, par exemple, comme sondeur, des techniques que j'ai, c'est que ces gens-là, je répartis jamais les indécis en leur faveur. C'est actuellement, on répartit les indécis, ce qui leur fait toujours un, deux, des fois 3 points de plus. Robert Kennedy, aujourd'hui, junior, aurait pas 3%, 4% des intentions de vote aujourd'hui, même si les sondages lui donnent autour de 5 ou 6. En plus de ça, les machines électorales démocrates et républicaines ramassent incitent leurs gens à les voter, alors que les tiers partis ont pas non plus de cette machine-là. Puis en même temps, on se demande dans combien d'États le nom de Robert Kennedy sera inscrit sur le bulletin électoral. C'est pas encore clair, à mon avis, aujourd'hui, là. Mais c'est ce qui fait que, oui, moi je pense que c'est une très bonne expression. Les démocrates retournent à la maison parce que là, ils ont une candidate qui les représente parfaitement. Bon, Kamala Harris, là, elle a fait un sans faute jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. Il y a eu son couronnement, mais c'est une entrée en scène remarquable. Elle a comme libéré les forces démocrates et les forces vives de la nation américaine qui étaient en train de prendre pour acquis, surtout durant la convention républicaine. C'est fini. John Trump va être président des États-Unis. Et là, tout d'un coup, une semaine plus tard, toute cette énergie-là est repartie. Dans les sondages, la montée réelle actuellement est chez les électeurs afro-américains, les électeurs hispaniques et les jeunes. Donc, chez les Afro-Américains, ça a grimpé de 8% de votes pour Kamala Harris, 6% sur la clientèle hispanique et des jeunes, plus de 5% chez les 39, les 18-39 ans. Ça, là, c'est beaucoup d'énergie dans une campagne, particulièrement, William, dans les 6 États clés. En Georgie, par exemple, ou en Arizona, ou même en Caroline du Nord, l'électorat afro-américain est un électorat qui a de 15 à 20% d'impact dans ces différents États-là. Et ce qui fait donc que ça dynamise ces campagnes, ou ça augmente ses chances de façon considérable d'être élu avec le collège électoral. Donc, toutes les conditions actuellement sont réunies. Les leaders, donc l'unité du parti, donc elle est perçue comme quelqu'un de fort parce qu'elle a réussi à unir le parti. Rappelez-vous qu'avant la démission de Joe Biden, les gens disaient s'il s'en va, ça va être la chicane chez les démocrates.
on aura une convention ouverte, on va revivre 1968, où la convention a eu lieu avec beaucoup de chicanes et d'acrimonie. Et ensuite, elle est allée chercher la majorité des délégués et surtout le financement. Donc ça, c'est un départ sans faute. Et l'avantage qu'elle a, c'est que sa possibilité de grimper est importante. Alors que pour M. Trump, là, les gens le connaissent. Tu as une opinion pour ou contre M. Trump. Là. Alors que Kamala Harris, il reste encore des zones grises. On ne la connaît pas suffisamment. Il y a un potentiel à la hausse important, mais aussi un potentiel à la baisse, parce que la gaffe, la difficulté peut aussi faire retomber tout ça. Là. C'est Non, plus élastique, hein, pour non, mentionner. c'est certain, mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant et je pense on ne l'évoque même pas lorsqu'on regarde les chiffres de Trump. Tu as parlé de cette espèce de plafond dans lequel il est 46-47 et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les sondages, on se met pas dans l'hypothèse de se dire que peut-être c'est son sommet, peut-être c'est son meilleur score, que le score actuel où même il est assez proche dans la marge d'erreur avec Kamala Harris, ça correspond au score d'un Trump qui bénéficie de ce fameux bump d'après convention, qui bénéficie d'un bump après tentative d'assassinat. Donc peut-être, dans un scénario catastrophe pour MAGA, surtout avec les difficultés maintenant de J.D. Vance, peut-être que le score actuel que l'on a de Donald Trump, c'est son maximum. Parce que on peut rappeler ça à notre public, c'est que traditionnellement, même si on n'est pas, on est dans des événements qui ne sont pas de l'ordre du traditionnel, mais finalement, je trouve que les grosses tendances sont toujours respectées, les effets provisoires des débats. Et là, donc, on est historiquement dans la semaine où Donald Trump devrait améliorer ses scores parce que la convention républicaine vient de se terminer. Son discours final a été vu par 25 ou 28 millions de spectateurs. Il y a eu la tentative d'assassinat la semaine avant. Est-ce que l'hypothèse que Trump soit à son maximum maintenant te paraît complètement fausse ou plausible? Les sondages, comme je te l'ai déjà dit, on est très bon pour prédire le passé. Prédire l'avenir, on se laisse une petite gêne, une petite marge d'erreur, parce que, en théorie, oui. La réponse serait oui. Parce que les gens le connaissent parfaitement. Il est allé chercher le maximum de la convention. Là, on rentre plutôt dans le terrain démocrate, avec la nomination du vice-président démocrate, la convention démocrate. Donc, théoriquement, il y a un potentiel. Mais il y a un élément qui favorise Donald Trump et qui défavorise à ce moment-ci Kamala Harris, ce sont les enjeux. Les démocrates ont des enjeux très macro. La démocratie, la liberté, les changements climatiques, des enjeux qui sont plus loin des préoccupations quotidiennes des gens. Les démocrates sont capables d'identifier les vrais problèmes des gens. Quand on regarde les difficultés, c'est l'inflation. Là, dans le fond, les 3 I. Pour moi, c'est inflation, immigration, insécurité. Ça, pour nous, là, c'est des chansons. Vous avez le Fox News ici qui parle de ça, là, l'économie, qui est notamment le facteur d'inflation. C'est le dernier sondage pour la Pennsylvanie, qui est l'État clé, parmi Ouais, les États clés, hein, qui est le tilting state. Et donc de voir que l'économie, tu vois, j'ai trouvé que c'était une bonne, c'est très visuel comme formule. Et tu exactement. vois que l'économie, comme tu le disais, c'est 39. Il y a l'immigration. Après, je pense que immigration et insécurité, ce sont à peu près aujourd'hui les mêmes sujets. L'enjeu, effectivement, ça va faire monter la question de l'avortement chez les électeurs qui est à 15%. Et ce qu'on dit là, dans Election Integrity, c'est tout ce qui est lié aussi à la démocratie. Mais c'est effectivement la question de l'économie qui est la préoccupation majeure des électeurs. Oui, c'est pour ça que sur ces 3 thèmes-là, vous voyez, sur le thème de l'économie, Trump est perçu comme supérieur à Kamala Harris. Sur l'immigration, supérieur à Kamala Harris. Sur l'insécurité, crime ici, il est divisé dans plusieurs, là, crime, guns, mais il y a aussi le sentiment d'insécurité dans les villes américaines. Là-dessus, Trump est premier. Là où Kamala Harris est première, c'est sur les enjeux plus sociaux. Donc, sur l'avortement, elle a plus 12 par rapport à plus 14 par rapport à M. Trump, sur l'avortement, sur l'environnement aussi. C'est un sujet qui est moins important, mais qui est quand même secondaire, là, qui est secondaire au sens que c'est un deuxième niveau d'enjeu où elle est en avance. Il y a d'autres enjeux sur le healthcare, sur le système où elle a un avantage sur M. Trump. Donc,
Le problème, c'est que M. Trump a l'avantage sur les enjeux premiers. Et il y a une belle étude de Harris, pas Harris, de Ipsos, qui disait ceci. 87% de ceux qui ont gagné les élections américaines sont ceux qui se positionnent sur les deux enjeux majeurs. Et le problème, c'est que les deux enjeux majeurs, notamment ici, c'est Trump qui domine. Et ça, pour moi, c'est là la faiblesse. Et c'est là qu'on ne connaît pas encore Kamala Harris, ce qu'elle va apporter. Bon, naturellement, les républicains sont capables d'identifier les enjeux. Par contre, leurs solutions sont totalement absurdes. Sur l'immigration, oui, l'enjeu est le premier. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déporter massivement 11 millions de personnes. Non, ça n'a aucun sens. Sur l'économie et l'inflation, on va régler l'inflation et on va augmenter les tarifs de tout ce qui rentre aux États-Unis, notamment sur les produits chinois. Non, ça n'arrête pas l'inflation. Donc, à chacun des enjeux sur les relations internationales, on va régler le problème de l'Ukraine et de la Russie en 24 heures. Non, ça n'a pas de sens. Donc, ils sont en mesure d'identifier les problèmes, mais les solutions sont totalement absurdes, là. Sont inapplicables. Et il ne le fera pas non plus. Mais c'est le monde, vous savez, le Parti républicain utilise, et c'est accéléré par la présidente J.D. Vance, le spectre total de la désinformation. Donc, ils sont bons pour identifier les enjeux, mais les solutions n'ont aucun sens. Et c'est là le travail de Kamala Harris qu'elle doit faire, parce que il n'y a pas d'enjeu qu'on est capable d'identifier à Kamala Harris. Les républicains veulent l'associer à l'immigration, là, mais c'est au-delà de ça, qui est-elle? Et c'est là la faiblesse pour moi de Kamala Harris, et c'est ça son travail. Au-delà du marketing politique, au-delà des attaques vicieuses des républicains, au-delà de tout ça, oui, il faut qu'elle réponde, mais il faut qu'elle mette en place un vrai programme, des vrais enjeux. Il y a quelque chose de fondamental qu'il n'y a pas chez les démocrates au moment où on se parle. Il Sinon, faut, tout le reste, elle vient d'arriver, là, quand même, ça fait 6 jours qu'elle est là. non, non, On est il faut effectivement deux choses, parce que si elle ne le fait pas rapidement, les républicains le feront pour elle. On verra tout à l'heure en fin d'émission les premières publicités vraiment négatives qui vont sortir. Donc elle doit se définir, ça c'est la première chose, et elle doit avoir des positions extrêmement claires et simples. Je dis pas simplistes, mais simples sur ces sujets important parce que sinon c'est Trump qui va et les publicités négatives. Donc même si un calendrier favorable, on le rappelle aux démocrates, avec le choix du VP à venir, avec la convention, donc tout ça, ça crée un véritable élan qui va amener au début du mois de septembre. La réalité après, c'est que le déluge de publicité négative qu'on va avoir vont faire qu'elle va baisser dans les sondages. Et donc la différence va être dans la possibilité de se définir avec un message clair qui ne soit pas simplement un message d'opposition à Trump, même si à ce côté de référendum en novembre, il faut pas se cacher. Tout à l'heure, tu parlais d'enthousiasme des démocrates avec l'arrivée de Kamala Harris, et donc Thomas nous proposait des différents sondages. Celui-ci, c'est le Wall Street Journal qui montre que vraiment il y a eu du côté des démocrates, du côté des républicains, on s'en doutait, mais du côté des démocrates, entre le début du mois de juillet et la fin du mois de juillet, il y a un bond extrêmement important pour les démocrates qui, comme tu le disais, était assez démoralisé. Et quand on voit le deuxième sondage, je pense un sondage YouGov, lorsque on regarde voilà, ce sondage-là qui est sorti aujourd'hui, on se rend compte que c'est du plus 34 en termes d'optimisme, et on voit d'ailleurs que évidemment les sentiments négatifs, l'angoisse, l'inquiétude, la fatigue même et la déception sont en très large baisse du côté démocrate. Donc ça c'est le premier pari réussi de la candidature de Kamala Harris, on est d'accord? Ah oui, l'enthousiasme a changé de camp, même si elle se maintiennent chez les républicains, qui est lié à la convention puis l'attentat de M. Trump, ça risque de s'estomper de ce côté-là, alors que chez les démocrates, elle est aussi soutenue par les jeunes. Parce que dans une campagne électorale, tu as besoin d'aller chercher le vote des jeunes. Pas parce qu'en bout de ligne, ils vont voter dans une grande proportion, mais ils insufflent de l'énergie dans une campagne et souvent, ils ont une influence sur le reste de l'électorat. Joe Biden a gagné 61 contre 39 aux dernières élections chez les jeunes. Il avait réussi, malgré tout,
propulsé ce vote-là. Barack Obama, forcément, s'est appuyé sur cette clientèle-là. Nous, au Canada, Justin Trudeau a gagné 3 mandats appuyés sur ces jeunes-là. Et pour moi, c'est l'élément central d'une campagne électorale parce que à quoi sert de faire de la politique si t'es pas capable d'aller chercher la nouvelle génération, là? Et Oui, ça, c'est quelque chose qui va l'aider beaucoup dans la campagne électorale actuelle. Et c'est pour ça qu'on dit que les conditions gagnantes sont là. La possibilité que Kamala Harris gagne, elle est là. Un des sites que tu dois connaître, William, que je regarde beaucoup, c'est Polymarket, où ils c'est évaluent vrai. les probabilités d'élire. À ce moment-ci, c'est encore M. Trump, parce qu'il faut comprendre qu'une avance de 0 à 2 points de Trump sur Kamala Harris, ça veut dire au collège électoral une victoire de Donald Trump aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 2020, pas Barack, mais Joe Biden a gagné par un peu plus de 4 des voix, qui lui permettaient d'aller chercher à limite des majorités de 11 000, de 50 000 dans certains États, là. Vous le voyez ici, là, et ça, c'est 4 points et un peu plus de 4 d'avance. Entre 0 et rappelez-vous qu'Hillary Clinton a eu 2 de plus que Donald Trump et a perdu le collège électoral. Les républicains sont avantagés par le collège électoral. Donc, ça prend au moins 3, sinon 4 points d'avance pour Mme Harris dans le sondage national et aussi pour gagner la majorité des États. Et C'est ils ça sont, la difficulté. ouais, et ils sont encore plus avantagés cette année. La carte électorale en termes de grands électeurs, a légèrement été modifiée suite au recensement de la population. Donc, pour refléter ces mécanismes-là, et des États démocrates ont perdu une poignée de grands électeurs et des États républicains comme le Texas, par exemple, en ont gagné. Donc c'est certain, il faut préciser que lorsqu'on voit des pourcentages qui sont au-delà de l'idée de la marge d'erreur de 2%, il faut que, pour faire basculer tout ça, il faut passer au-dessus de cette limite-là. Lorsque tu parlais du mouvement de la jeunesse, je ne sais pas si tu vois passer, il y en a beaucoup qui sont partagés sur Twitter, mais c'est exactement ce qu'on a vu depuis une semaine sur TikTok, qui est aujourd'hui Exactement. la plateforme qui capture un petit peu l'esprit de la jeunesse, où les vidéos pro-Kamala, les clips sont des clips musicaux ont explosé. Et donc ce sont ces et souvent si tu fais le parallèle en 2016, il n'y avait pas que TikTok, mais un des indices de la future victoire de Donald Trump en 2016, c'était que il était en tête dans tout ce qui était fabriqué par des fans. Que ça soit à l'époque, c'était des petites vidéos, c'était des mèmes, tout ça. Il était en tête, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce mouvement organique derrière Hillary Clinton. Là, on le retrouve chez Kamala Harris qui en une semaine sont devenues les vidéos les plus vues sur TikTok. Donc c'est aussi une manière. Alors je sais que c'est pas forcément le même côté scientifique que peut avoir un sondage ou une étude de donner des listes électorales, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses de cet élément-là? Mais les sondages sont toujours un peu en retard sur la réalité. C'est-à-dire qu'on mesure et ça prend un certain temps avant de bouger. Vous voyez, tout le mouvement cette semaine, c'est pas vrai qu'on le voit le jour 1 puis une augmentation de 5 points de Kamala Harris. Là. Ça va augmenter de 2 points, ça va augmenter de 3 points. On voit la tendance, mais il y a une limite. Alors que ce type d'indicateur-là démontre l'effervescence autour. Et cette effervescence, normalement, donne une direction. Et on s'attend à ce que les sondages s'améliorent encore un peu pour Kamala Harris au cours des prochains jours. En théorie, là, quand il y a un événement comme une convention, par exemple, Donald Trump a gagné entre 2 et 4 des voix aux deux autres conventions. La convention de 2016, il avait gagné 4 des voix, convention de 2020, 2 des voix. Et c'est 5 jours après la convention qu'on voit le maximum. C'est pas le lendemain. Ça prend un certain temps pour l'électorat pour que le lendemain, on en parle autour de la machine à café, qu'on rencontre la famille, qu'on en parle et qu'on confirme son opinion. Ça prend un certain temps. C'est pour ça que Kamala Harris, les premiers sondages ont été quand même bons à 2-3 de mouvement pour les différents sondeurs.
Et ça, à mon avis, ça peut encore s'accélérer au cours des prochains jours. On le verra. Mais ensuite de ça, c'est la décision du vice-président. Ça, c'est la première vraie grande décision de la nouvelle chef des démocrates. Et là, elle donne le ton à la campagne par le choix qu'elle va faire. Donc, quel type d'individu? Barack Obama a fait un excellent choix quand il a choisi Joe Biden à son élection. Donald Trump aussi avait fait un choix pour d'autres raisons de Mike Pence pour aller chercher la droite religieuse et stabiliser le parti républicain. Le choix de J.D. Vance, au départ, a été bien perçu durant la convention parce qu'on se disait que c'est un bon orateur. C'est pas vrai. Il est très bon à la télé, mais très mauvais comme orateur. Là. Il est très ennuyant. On l'a vu même le soir. Je sais pas si vous avez suivi ça. Moi, je me suis endormi sur sa présentation, sur son discours. Là, pour dire que ça n'a pas de sens. Là, et là, depuis ce temps-là, il fait beaucoup d'erreurs dans ses propos parce qu'il peut plus être lui-même. Là. Il peut plus être aussi extrême qu'il était sur les femmes, sur les différents enjeux, dont l'avortement. Il y a des positions extrêmes et là, il faut qu'il fasse attention. Donc, le choix du colistier de Mme Harris, c'est ça qui peut lui redonner un élan si la personne est bien choisie et qui a un véritable impact sur l'électorat. Ça demeure une première candidate afro-américaine, afro-asiatique, il faudrait dire, femme. Est-ce qu'elle aura le culot de choisir quelqu'un qui est plus audacieux ou elle va choisir un choix conservateur d'un homme blanc de 50 à 60 ans? On verra. En bout de ligne, c'est pas nécessairement l'âge ou le profil, c'est le plus compétent qu'elle a besoin. Quelqu'un qui va être capable de lui amener la subtilité en termes de contenu pour être capable de cibler et avoir le bon message. On pourra en parler, William, je ne sais pas si tu vas en parler maintenant de la vice-présidence, là, mais ça, là, c'est l'autre élément catalyseur de l'opinion publique qui peut l'aider à se propulser. Justement, je te propose de faire une pause de quelques secondes. Juste avant le petit jingle, on va regarder une de ces vidéos qui a été reprise sur TikTok autour du débat. Elle date de 2020, mais elle est complètement d'actualité. On fait une petite pause et on se retrouve et on va parler justement de ces options de candidats, de VP, et de savoir combien ça pèse dans un ticket. Donc, on regarde cette vidéo, petite pause et on se retrouve tout de suite. Well, Jimmy, if I do debate President Trump, I'm sure it'll be a competitive face-off where either one of us could end up on top. Really? No, I'd wipe the floor with him. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Donc voilà, nous revoilà. Avant de se relancer avec Jean-Marc, je voudrais remercier celles et ceux qui apportent leur soutien à la chute. J'ai vu passer des super chats de Jean-François. Oui, Jean-François, on va parler justement des VP. On va parler de l'option Mark Kelly avec ses avantages et son inconvénient majeur, à mon avis. On va en parler dans quelques secondes. Merci. Et qui nous demande aussi si le débat c'est une opportunité ou un risque pour Kamala. C'est une très bonne question. On va en parler avec Jean-François aussi. Tu vois, avec Jean-Marc, deux questions, deux très bonnes questions de Jean-François. L'oreille sacrée, donc c'est une. Vous avez vu se multiplier les photos de l'oreille de Donald Trump qui n'est pas vraiment abîmée. Je vous rappelle que les premières informations utilisaient un mot-clé qui a disparu de la mythologie, qui était en anglais on dit graze, que en fait l'oreille avait été écorchée, que ça soit par une balle ou un morceau de balle, ce qu'on appelle le shrapnel. On a bien tiré sur Donald Trump. D'abord, il y a vraiment eu une tentative d'assassinat, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, son oreille a été éraflée par quelque chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça
sa blessure est assez légère. Fin de la parenthèse, et merci Vincent qui nous dit bravo pour les 16 000. On est passé à 16 000, Thomas? Nous avons 16 000 abonnés. Ben voilà, tu vois, Jean-Marc, tu nous as servi de porte-bonheur. Nous avons passé la barre des 16 000 abonnés en ta présence. Ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc, en fait, on va rebondir sur la deuxième question de Jean-François avant de rentrer dans cette question des VP et de l'effet historique d'un VP sur un ticket. Le débat. On a vu que Trump est en train d'essayer de se sortir de cette option-là. D'un autre côté, il dit qu'il est prêt à faire plusieurs débats. Bon, on est habitué, on a vu la même chose en termes de justice et de témoignage. On est habitué à toutes ces déclarations qui vont dans n'importe quel sens de la part de Trump. Toi, aujourd'hui, hein, je comprends bien que la situation d'ici le 10 septembre, si cette date-là est toujours validée, on en est loin. Elle peut changer, mais aujourd'hui, un débat, tu verrais ça à l'avantage de qui plutôt de Kamala Harris ou de Donald Trump, et pourquoi? Ben, c'est toujours en fonction des attentes. Les attentes sont très élevées. Donald Trump, en termes de débat, il est difficile à battre parce que c'est pas facile de ferrailler avec un menteur. Hein. Il veut s'en aller dans toutes les directions. Il n'est pas contrôlable. Il a fait un débat avec Hillary Clinton, pas parce qu'il est extraordinaire, mais il l'a déstabilisé à cet égard-là. La même chose avec Joe Biden la dernière fois. Il a fait son travail. Et surtout que la dernière fois, William, ce que j'ai retenu, c'est qu'il était très discipliné. Ce qui est très rare là, pour Donald Trump. Il était discipliné, ça lui a servi dans le débat contre Joe Biden. Bon, ben, Joe Biden s'est calé lui-même, un débat calamiteux qu'il a eu à ce moment-là. Moi, je pense que les attentes sont plus élevées à l'égard de Donald Trump que celles de Kamala Harris. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Kamala Harris, c'est un procureur. C'était un procureur. C'est quelqu'un qui est habitué. Elle a eu une phrase savoureuse quand elle a dit « Je suis habitué, moi, de combattre les délateurs sexuels, les prédateurs, les violeurs, les fraudeurs. » Elle dit donc, moi, je l'attends, Donald Trump. Mais on s'attend à ce que ce soit la procureure qui soit là, qui pose des questions incisives et qui ne lâche pas contre Donald Trump. Et on verra, les attentes des gens sont très élevées. Aujourd'hui, il y a un sondage qui sort, 82% des Américains souhaitent ce débat-là, ils souhaitent l'écouter, ce débat-là. La pression va être forte. Là, on sait que Donald Trump essaie de s'esquiver, pas parce qu'il veut pas de débat, à mon avis, mais il veut davantage imposer ses règles du débat. Parce que la dernière fois, il a accepté toutes les règles que Joe Biden a imposées parce qu'il voulait absolument le débat. Là, c'est différent. À mon avis, il va tout faire pour être capable d'établir les règles, dont la notion des micros fermés ou des micros ouverts là, entre les interventions, les thèmes du débat. Fait qu'à mon avis, il va faire pression. Ce débat-là va être encore une fois historique. Là. C'est comme plusieurs débats, mais celui-là, forcément, va être extrêmement suivi. On parle du 10 septembre, donc aujourd'hui, les événements, il y a le choix du VP, il y a la convention démocrate et le 10 septembre, ce débat-là, si ça se tient toujours le même jour. Et ça sera forcément déterminant. Je parlais plutôt des moments magiques là où l'électeur peut changer d'opinion le soir d'un débat, particulièrement sur les indépendants, peut être un moment important. D'accord, bon, on va évidemment vivre ça et ce débat, on le vivra évidemment en direct, en tout cas s'il est à lieu. Il y avait aussi un autre indice qui était, en tout cas s'il y a une sincérité de la campagne Trump, et c'est impossible à déterminer, le fait que l'on parle désormais on a parlé en tout cas dans la semaine de plusieurs débats. C'est un positionnement qui est complètement différent à Trump pendant les primaires, qui a refusé le débat parce qu'il avait tout à y perdre d'aller débattre contre Nikki Haley et contre DeSantis et Chris Christie. Ça peut être aussi interprété comme un besoin de ce débat du côté du camp Trump, le fait qu'il y en ait plusieurs. En tout cas, on verra comment ça se précise. Tu as parlé justement des indépendants. Et je vais te mettre en avant un sondage qui a été fait dans le Minnesota ce week-end. Qui a fait beaucoup parler de lui pour un petit sondage. Il a été présenté par une chaîne de télévision qui est extrêmement conservatrice, mais ça ne veut pas dire que
le sondage est fait par un organisme extrêmement conservateur. Ah, ça a coupé. Alors, on a perdu Jean-Marc, donc je vais continuer pendant que j'imagine il va essayer de se reconnecter. On va essayer les messages. On va faire une pause de 2 secondes, le temps de voir tout ça. Et on se retrouve pendant cette pause. En fait, on va regarder une vidéo qui va aller parfaitement dans ce sens-là. La vidéo qu'a publiée aujourd'hui Kamala Harris pour mettre en avant le fait que nous sommes à 100 jours de l'élection. Alors, on regarde la vidéo et pendant ce temps, on se reconnecte avec Jean-Marc. À tout de suite. Just over 100 days stand between us and a fundamental choice about the future of the United States of America. So if we want to live up to the promise of America, the promise of freedom, opportunity, and justice, then we have to organize. Your enthusiasm and grassroots support have made history. That is why we are kicking off a weekend of action to donate, make calls, and knock on doors. And we need every one of you, because we are a people-powered campaign and we need everyone to roll up their sleeves. So I ask, are we ready to get to work? And I know what the answer is. So please get involved at KamalaHarris.com. Let's win this. Voilà, je pense. Jean-Marc, t'es de retour. Voilà, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, au moment où on a eu ce petit souci technique, je te proposais d'aller voir un sondage qui a été fait dans le Minnesota, un État clé, et on a reperdu Jean-Marc. C'est bien dommage. Ah, on a le son, donc on va partir. On va rester comme ça, on touche à rien. Si tu nous entends, c'est parfait. On va partir sur le son. Et donc, ce sondage qui a été fait par une chaîne de télévision assez conservatrice du Minnesota, la réalité, il est fait par une assez bonne compagnie qui est Survey USA. Ce qui est intéressant, c'est que le Minnesota est un État clé. On voit que dans les chiffres qui sont dans la marge d'erreur, pour des échantillons de 800 électeurs. Joe Biden était en avance dans le Minnesota, Trump est dans le Minnesota aujourd'hui d'ailleurs, et que l'arrivée de Kamala Harris a fait agrandir l'écart, donc ça c'est dans la deuxième illustration, a fait agrandir l'écart en faveur de Kamala Harris qui passe dans du 50-40. Je suis pas persuadé qu'on sera dans ces chiffres-là au mois de novembre prochain. C'est pas bien grave, mais c'est la troisième illustration que je voulais te montrer. C'est justement les points forts et les points faibles de chaque candidat par rapport aux catégories démographiques. Donc on voit qu'il y a une avance considérable, et c'est pas une surprise, de Kamala Harris chez les femmes, 58-31. Les hommes, même si c'est plus serré, basculent pour Trump. Mais on voit que désormais, parce que ce n'était plus le cas ces dernières semaines, les indépendants préfèrent Kamala Harris. C'est quelque chose que tu vois poindre dans d'autres sondages, Jean-Marc? Oui, puis c'est la clé de la campagne, hein, parce que vous avez essentiellement, là, l'électorat américain est divisé en 3 groupes. Le tiers est républicain, le tiers est démocrate et le tiers est indépendant. Et il y a plus d'indépendants que jamais dans cette élection-ci. Et c'est là le premier mouvement, c'est toujours auprès de cette clientèle-là, celle des indépendants, où les gens voient Harris de façon plus positive qu'ils ne voyaient Joe Biden. L'État du Minnesota est considéré comme un État pivot. Pas dans les 7 premiers, là, mais dans ceux qui sont suivants. On parle de 10 votes au collège électoral. Donc, c'est un État important que les démocrates doivent absolument remporter s'ils veulent remporter la présidence. Et donc, c'est très bon signe pour elle. Et là, on va le voir parce que depuis 6 jours, vous avez vu beaucoup de sondages nationaux, mais très peu de sondages dans les États. Et comme je disais tout à l'heure, à cause de la prédominance, pas au Minnesota, là, mais ailleurs, chez les électeurs afro-américains, les électeurs hispaniques, la montée de Mme Harris, en théorie, ça risque d'être plus serré que ce n'était sous M. Biden. Ça, c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Et c'est pour ça que même si la probabilité aujourd'hui est que Donald Trump gagnerait, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, ça va devenir extrêmement serré, là. On a une vidéo de hier, parce que justement,
c'est un point extrêmement intéressant. Ce qui va nous permettre de parler des VP, c'est le fait qu'on commence à avoir des sondages État par État et État clé par État clé. On n'en a pas vraiment à faire grand-chose de savoir ce qui se passe au Wyoming ou dans l'Idaho, on est bien d'accord. Et donc hier, Fox News qui travaille avec, qui a une particularité, c'est que les sondages Fox News ont une bonne réputation, je pense que tu vas confirmer, et ils sont faits par une compagnie qui travaille que pour ça, où on retrouve un sondeur démocrate et un sondeur républicain, qui est d'ailleurs le sondeur privé de Donald Trump. Il faut quand même le savoir. Et donc hier, ils ont publié leurs premiers résultats et vous allez voir comment, et peut-être ça a été un choc d'ailleurs pour les téléspectateurs de Fox News qui vit dans une bulle, on va écouter la manière dont ces chiffres ont été présentés avant d'en parler et de parler justement des possibles VP. Michigan registered voters put her and the former president at 49% each. That's 3 percentage points better than President Biden was performing. In Minnesota, the presumptive Democratic nominee is up and has a 6-point advantage there. They are both tied at 49 in Pennsylvania. And former President Trump has a 1-point lead in Wisconsin. Those results are comparable with the Trump versus Biden numbers. Many of the new polls coming out nationally and in the swing states have been within the margin of error in this new race. Voilà, donc des chiffres plus serrés. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut quantifier ça, de se dire le véritable effet Kamala Harris, il faut attendre combien de jours pour qu'il apparaisse dans les sondages? C'est quoi? C'est une semaine, 10 jours, 2 semaines? Par rapport à ton expérience, à partir de quand, tu disais que les sondages ont souvent un petit peu de retard, à partir de quand les sondages reflètent la réalité du moment? 5 jours. 5 jours. C'est pour ça que ceux qui vont arriver au cours des prochains jours là, vont être plus précis que ceux qu'on a vus au cours des derniers jours. 5 jours. Et c'est important dans ces États-là, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, où c'est extrêmement serré entre les deux. Puis maintenant, ça commence à être à l'avantage de Mme Harris. Et ensuite, on aura l'Arizona, la Georgie, la Caroline du Nord, où la composante ethnique peut favoriser Mme Harris à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que ces États clés-là, on est loin quand même de l'élection, mais toute la dynamique, elle est positive pour Kamala Harris à ce moment-ci. Puis imaginez, la convention, normalement, encore une fois, devrait donner un 2 à 4 points de plus pour Mme Harris à la convention. Donc, il est possible, avec la marge d'erreur possible du sondeur, qu'au cours des prochains jours, on voit véritablement une égalité entre les deux dans la majorité des sondages, que les démocrates prennent l'avance, mais que la convention donne l'élan nécessaire pour aller chez les 3-4 points de plus que Mme Harris a en ce moment. Mais Trump va nous réserver un tour. Hein. Il a toujours... sa seule préoccupation, c'est qu'on parle de lui à tous les jours. Et il dit toutes sortes de choses absurdes à tous les jours et ça crée beaucoup d'intérêt. Là. Aujourd'hui, il parle de retourner sur les lieux de l'attentat pour refaire sa conférence à l'extérieur, son discours, à l'extérieur à Philadelphie. C'est encore que pour être à la une des médias, puis il réussit tout le temps. Mais c'est pas suffisant. Une tendance de fond comme celle-là, elle est tellement forte qu'il va falloir un peu plus. Là. Et non, c'est un point intéressant, c'est que effectivement, une campagne, c'est à la fois une durée et à la fois des cycles de 24 heures. Et l'idée d'une campagne efficace, je pense que le premier à l'avoir bien compris, ça remonte en 2000 avec George Bush, qui était de se dire, voilà, il faut gagner la journée, il faut gagner la journée. On l'a vu aussi avec Obama. Et Trump, c'est vraiment ça. Sa présidence a été ça. Et là, sur ces derniers jours,
l'actualité principale aux États-Unis, c'était l'enthousiasme derrière la campagne de Kamala Harris. C'était les levées de fonds qui ont battu des records et qui n'ont pas cessé. Tous les jours, il y a des nouveaux chiffres complètement fous de nouveaux électeurs qui s'inscrivent, y compris dans les États clés, y compris en Géorgie. Ça va être un point extrêmement important qui fait partie des 5 États où il y a eu le plus d'inscriptions de nouveaux électeurs de 18 à 25 ans cette dernière semaine. Donc un état clé vraiment crucial. Et donc c'est dans cette optique-là où donc Trump veut occuper l'actualité. Il n'a pas réussi à le faire, ou s'il le fait ces derniers jours, c'est pour les mauvaises raisons, c'est parce qu'on parle énormément de son colistier, de J.D. Vance, avec tous ces scandales jour par jour qui sortent et qui rappellent un petit peu le phénomène que tu as dû bien suivre de Sarah Palin avec John McCain. Est-ce que tu penses que on sait que en bout de course, mathématiquement, les gens vont voter pour Trump et à la rigueur, il aurait pris une chaise comme colistier, c'était pas très grave. Mais est-ce que tu penses que la candidature Vance peut devenir un boulet qui peut ralentir Donald Trump? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, Trump, c'est le plus malheureux du monde, hein, parce que lui, il pensait qu'il voguait vers la victoire, mais le choix de Vance, qui était bien perché à la convention, aujourd'hui, vous voyez, on parle de moins 5 d'effets négatifs. Là. Il y a un sondage YouGov qui est paru dernièrement qui donnait 34% des gens qui approuvaient la candidature de Vance, 42% qui la désapprouvaient. Et les autres n'ont pas d'opinion. Il devient un facteur insignifiant de la campagne et même négatif par ses prises de position. Contre Joe Biden, avoir la nouvelle génération de droite, on parlait du successeur de Donald Trump, c'était bien vu. Contre Kamala Harris, il devient un facteur inutile, tellement que les médias commencent à dire que Donald Trump va changer de vice-président bientôt. Ce qui est possible avec Donald Trump, hein, tout est possible. Tout est possible. Mais actuellement, il apporte une seule chose, c'est l'État de l'Ohio. C'est là où il vient, il est sénateur de l'Ohio, le vote a eu un impact considérable dans l'Ohio et c'est un État clé. Le reste du discours d'aller chercher les autres États autour et de cibler davantage les cols bleus et les ouvriers, ça fonctionne pas, mais pas du tout. Et à tous les jours, on relève ces prises de position sur l'avortement. Il faut se rappeler, cet homme-là est 100% l'expression que c'est contre l'avortement, même en cas de viol et d'inceste. On parle de ça. On parle aussi de ses prises de position sur les femmes. Le fait que tu aies des femmes qui sont sans enfants, qui dit par exemple que les couples qui n'ont pas d'enfants devraient payer plus de taxes que les couples qui ont des enfants. C'est ça, toute cette droite-là, que dans un salon, ça va bien. Dans une émission de télévision à Fox News, ça va bien. Mais comme vice-président des États-Unis, ça ne passe pas. Et c'est là qu'il n'est pas capable d'élever son jeu au niveau national. Ouais, et tu as exactement raison, c'est que ce sont des propos qu'il a tenus sur Fox News ou dans des podcasts de l'ultra-droite MAGA, Steve Bannon et compagnie. Et ce qui est fou, c'est que ces propos étaient publics et que d'habitude, il y a un travail de vérification des propos pour savoir si le VP peut devenir un problème ou pas, et apparemment il a été mal fait, ou en tout cas ils ont estimé que c'était pas problématique. Un des enregistrements qui vient de sortir d'une participation à un podcast, c'est où J.D. Vance expliquait qu'il était pour les poursuites criminelles contre les femmes qui allaient se faire avorter en dehors d'États qui interdisait. Donc face à une Kamala Harris et face à un vote des femmes qui va être déterminant cette élection, c'est clair que ça handicape J.D. Vance. Tu parlais de l'Ohio, justement, qu'il apporte avec des réserves, c'est qu'il a fait un plus mauvais score que Donald Trump en 2020. Je pense pas que l'Ohio soit un État clé. Mais en tout cas, si l'Ohio devient un État clé, ça veut dire que la campagne Trump est en grosse difficulté. Mais justement, CNN, on va regarder cette courte vidéo. CNN a fait justement une analyse de l'image de J.D. Vance après
après la campagne, je ne sais pas si je te l'ai envoyé Thomas, oui ou non, justement dans l'Ohio, pour vous dire que même chez lui, c'est quelqu'un qui maintenant est un problème pour la campagne de Donald Trump. On écoute ça tout de suite. Does J.D. Vance help Trump in those states? Not according to the favorable ratings. His favorable rating is below 30%. His unfavorable rating is up above 40%. That creates a net favorability rating of minus 16 points. He does worse in his home region at minus 16 points than he does in the average of all polls, which is a minus 5-point net favorability rating. So the people who know him best, the region that knows him best, they like him even less than America likes him. And of course, as you pointed out, again in that kind intro, is he is historically unpopular for a VP nominee coming out of his first convention as the VP nominee. All right, so C'est quand même historique. Nous sommes à 10 jours de la fin de la convention et on nous apprend que même dans l'État où il est élu, en fait, il y a encore plus de gens qui le rejettent que les Américains dans le sens. Donc, au-delà de l'handicap qu'il représente désormais pour la candidature de Donald Trump, est-ce que en général, tu peux nous parler de l'effet du VP sur un ticket? À quoi il sert? Quel est son apport et comment tu vois le profil idéal? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure du VP de Kamala Harris. C'est majeur. Comme dit, c'est la première décision véritable, publique, claire de ceux qui du candidat démocrate. On a parlé au fil des années, que ce soit Ronald Reagan qui a choisi George H. Bush, nommez-les tous l'un après l'autre, la majorité des vice-présidents ont eu un travail à faire auprès d'un électorat très précis et souvent, c'est très ciblé en fonction des États qu'ils veulent aller chercher. Puis de J.D. Vance, le problème, c'est que de jour en jour, plus on l'entend, moins on l'apprécie. Et aujourd'hui, il y a un article, vous avez mentionné le CNN et qui a fait une entrevue, un reportage. Vous avez aujourd'hui le New York Times qui a un reportage sur J.D. Vance. C'est catastrophique, là, tous les propos qu'il a tenus en privé avec un de ses amis transgenres, là, et l'ensemble de ses positions. Je hais la police, tout un après l'autre. Là. Vous avez toutes ces positions-là qui ont changé au fil des années. Donc ça démontre que le personnage lui-même n'est pas quelqu'un de confiance. Et c'est ça l'erreur de Donald Trump au total, parce que Donald Trump, s'il était le moindrement sympathique, s'il avait fait une ouverture auprès des indépendants ou autres qui votaient pas pour lui, cet homme-là serait président des États-Unis. Mais il s'est encarcané. C'est une expression québécoise, William. Elle est très, très belle. Je ne sais pas. Encarcané. OK. Auprès de sa clientèle. Il s'est emprisonné auprès de sa clientèle et il la motive, mais en même temps, il se limite. Et le choix de J.D. Vance est l'exemple parfait de cet homme-là qu'il a choisi. Pourquoi? Parce qu'un, il est télégénique, il appartient à une nouvelle génération et de l'Ohio. Ça se termine là. Mais il n'apporte pas rien en termes de contenu, il n'apporte pas rien en termes de dossier, de réussite et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ça peut passer, comme Sarah Palin, à un des pires choix comme vice-président des au moins 50 dernières années. Donc du côté démocrate, comment tu es, imaginons, tu conseilles aujourd'hui Kamala Harris, comment tu définis le VP idéal pour elle? D'abord, moi, c'est une question de compétence. Les gens parlent beaucoup de l'image. En politique, c'est une question de compétence, de contenu. Quel est le ton de la campagne? Elle incarne bien les valeurs sociales, elle incarne bien un certain nombre de dossiers. Au niveau économique, au niveau de l'immigration, un peu moins. Et donc, à mon avis, dans un premier temps, là, laquelle personne peut être capable d'incarner ou au moins annuler l'effet, l'avantage des concurrents. Le deuxième élément, c'est d'où il provient, donc le vote qu'il va aller chercher. D'où il provient, la génération avec laquelle il vient. Ça, à mon avis, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est celui de la complicité avec le président. Avec la présidente, dans ce cas-ci, si c'est le cas. S'ils vont travailler ensemble de façon très intensive, il faut qu'il y ait une certaine complicité, comme il y avait entre Joe Biden et Barack Obama, comme il n'y avait pas entre Donald Trump et Mike Pence. Mais cette complicité-là est importante. Et ça, on ne peut pas mesurer la complicité qu'elle a. Actuellement, il y a 5 candidats possibles. Je sais que vous avez présenté un tableau il y a quelques minutes. Là, il y a 5 candidats possibles au moment où on se parle, ce qu'on appelle la courte liste. Il peut toujours avoir des surprises, hein, mais la courte liste.
Bon, ici, vous avez Among Aaron Supporter, c'est ça. Mais ça, je sais que Pete Buttigieg est très apprécié, mais les probabilités qu'il soit choisi sont plus Jamais, faibles. jamais. Exact, c'est ça. Ce sera plus difficile. Forcément, c'est le seul candidat ouvertement gay. Donc, ça serait une étiquette entre quelqu'un d'ouvertement gay et une femme contre l'extrême droite. C'est pas nécessairement facile, malgré qu'à mon avis, c'est le plus compétent des candidats. Il est un communicateur redoutable et efficace. Il est capable de mettre en mots l'émotion des gens. Mark Kelly et Josh Shapiro sont les deux qui sont véritablement en tête en termes de probabilité d'être choisis. Mark Kelly, c'est un sénateur, mais surtout un ancien astronaute, un ancien pilote de chasse qui a fait la guerre du Golfe, qui a un antécédent. La faiblesse, pour moi, il a 60 ans. Et comme disait Joe Biden, c'est temps de passer pass the torch to the new generation. Représente pas la nouvelle génération pour moi, Mark Kelly. C'est le seul facteur négatif pour moi parce que tu as besoin de cette énergie-là de la nouvelle génération. Josh Shapiro a 10 ans de moins, 51, co-gouverneur de la Pennsylvanie. C'est un candidat extraordinaire pour Mme Harris. Je ne connais pas s'il y a des antécédents. Il faut comprendre qu'ils vont passer au crible là, des vérificateurs. C'est Eric Holder, l'ancien partenaire de Barack Obama, qui passe au crible les candidats pour voir s'il y a un événement passé qui pourrait ressurgir. Mais au-delà de ça, c'est un candidat qui a beaucoup d'envergure. Il a gagné avec 56% en Pennsylvanie. Un État clé, c'est l'État le plus important en termes de nombre d'électeurs au collège électoral, 19. Et ça, à mon avis, c'est un élément important. Vous avez ensuite de ça d'autres candidats comme Ray Cooper, gouverneur du Maryland, qui a le même profil, procureur également, avocat, 57 ans, un peu plus âgé. Il est au troisième rang des probabilités. Et là, vous avez ensuite Andy Beshear, qui est gouverneur du Kentucky. C'est pas un État donc important, c'est pas un État qu'elle peut remporter. C'est un autre procureur général. Donc, vous avez trois procureurs, hein, Josh Shapiro, Ray Cooper et Andy Beshear, trois procureurs qui pourraient te faire élire. Les autres, Gretchen Whitmer, elle a renoncé. Gavin Newsom est en Californie. C'est un bon redoutable débiteur, mais il n'apporte pas plus. Les autres, Elizabeth Warren ne sera pas là. J.B. Brixter n'apporte pas grand-chose, gouverneur de l'Illinois. Donc, les Obama non probabilités plus. sont vraiment sous les 5 premiers. Jean-Marc, Michelle Obama non plus. On a beau la mettre dans les sondages, je vous assure, Michelle Obama est candidate à absolument rien du tout. Elle est déjà passée à travers ça et elle n'a aucun désir de revivre une campagne électorale. Ouais, on parlait de second de Josh Shapiro et justement, c'est aujourd'hui un des gouverneurs. Donc, en termes de compétences, c'est peut-être la zone d'ombre de Shapiro, c'est qu'en fait, c'est un nouveau gouverneur quand tu compares avec un Cooper, par exemple, en Caroline du Nord, qui est à son deuxième mandat, ou à Walz au Minnesota, qui est à son deuxième mandat. Shapiro, ça fait juste 2 ans qu'il est gouverneur, même s'il a été élu avant procureur, comme tu viens de le rappeler. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a son taux de favorable au niveau de Shapiro. C'est un des gouverneurs les mieux notés et les plus appréciés des États-Unis. Ça n'existe plus maintenant quelqu'un dont le score augmente depuis son élection. Il a 61% d'opinion favorable. Depuis 10 ans, ce sont des scores qui n'existent pour personne. 61% d'opinion favorable dans un pays extrêmement divisé. Et justement, dans son sondage Fox News hier, en Pennsylvanie, ils ont montré que s'il était candidat contre Donald Trump, donc imaginons il n'est pas candidat contre Donald Trump, on voit qu'il bat Trump en Pennsylvanie de 10 points. 54-44%, et c'est un État de 19 grands électeurs. C'est l'État clé par excellence. Oui, puis rassure l'électorat du centre, qui est un élément important. Il peut contrer l'autre vice-président qui est dans l'Ohio, donc dans la même région. Il a tous les atouts. La question ce qu'on ne sait pas, c'est la complicité avec Mme Harris. Est-ce qu'il va accepter le leadership de Mme Harris, qui semble être aussi un leader qui est très impliqué. Elle a eu quelques difficultés avec son cabinet au fil des années parce qu'elle est elle dirige avec une poigne de fer.
ce qui est toujours une qualité chez les hommes, mais toujours perçu difficilement chez les femmes. Mais nécessairement, au total, ça va dépendre aussi de la relation entre les deux. Donc, c'est pour ça que M. Shapiro est en tête en termes de possibilités, selon moi. C'est le choix conservateur, c'est le choix stratégique, c'est le choix naturel pour l'électorat. Les choix plus audacieux, ce serait un Pete Buttigieg. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un choix là, qui peut être hasardeux dans une situation quand on se bat contre J.D. Vance et Donald Trump. Et donc, retenez ce nom. Josh Shapiro a de grandes chances d'être le colistier de Madame Harris. Et vous allez voir vous avez vu au cours des derniers jours aussi les interventions, ceux qui sont très publics. M. Shapiro est très public. Il est à peu près sur toutes les tribunes. Pete Buttigieg est à peu près sur toutes les tribunes. Alors que les autres, Mark Kelly et Ray Cooper, sont quand même peu publics. Bon, Et ça, c'est aussi... ils sont effectivement moins visibles. Tout à l'heure, je vais bientôt te rendre à ta liberté. Tout à l'heure, après ton départ, on écoutera une intervention publique de Shapiro et vous allez comprendre pourquoi en Pennsylvanie, on le surnomme le Barack Obama blanc ou des fois le Barack Obama juif. Il est de confession juive, qui peut être un handicap vu la situation à Gaza, donc c'est peut-être un des points qui est utilisé. Sur Kelly, moi, une des raisons principales qui m'empêchait de croire à cette option, de cette candidature-là, c'est le fait que ça bouge l'équilibre au Sénat, et le Sénat est vraiment important. Mais au-delà de ça, on en revient à ce que tu nous disais en début d'émission, en nous disant, voilà, il y a l'économie et l'immigration. Et aujourd'hui, de tous les candidats démocrates, le seul qui a une politique d'immigration qui est claire, qui a une expérience du sujet claire, qui a aussi bien l'accord, du moins le soutien des indépendants, des républicains modérés et aussi des communautés hispaniques, c'est justement Mark Kelly en Arizona. Donc l'Arizona est aussi un État clé, mais moins en chiffres, c'est 11 grands électeurs. Et donc il a cet avantage-là, c'est-à-dire si on se dit, voilà, le VP doit venir, comment dire ça, il doit venir sceller les brèches, gommer les difficultés et les faiblesses d'une candidate. Mark Kelly apporte ça chez Kamala Harris en étant ce côté, comme tu l'as dit, astronaute, ancien pilote de chasse qui a connu le combat et fils de policier. Et au-delà de ça, le fait qu'il a une politique sur l'immigration. Tu en penses quoi de cette idée de se dire, voilà, il va falloir combler cette question de l'immigration autour de Kamala Harris? C'est pour ça que ces deux candidats-là sont les plus probables. M. Shapiro en premier, M. Kelly en deuxième. Là, la question, c'est qu'aujourd'hui, parce que cette nomination-là va se faire rapidement, hein, au moins avant le 7 août, mais à mon avis, au cours de la prochaine semaine, au moment où on se parle, ce sont les enquêtes sur leur vie personnelle. Est-ce qu'il y a des cadavres? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir durant la campagne? Et ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Il y aura ensuite la rencontre. Normalement, il y a 2 ou 3 possibles VP qui sont rencontrés par le candidat. Donc, la vraie rencontre face à face pour parler des politiques, parler de la prise de position, parler du travail qui est à réaliser et tout ça. Donc, cette connexion-là, à ce moment-ci, est importante. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Ça me surprendrait que ça sorte de la liste des 5, en tout cas de ceux qu'on a présentés, mais surtout les 2 qu'on mentionne, qui apportent chacun aux 2. Personnellement, je choisirais la nouvelle génération, quelqu'un d'un peu plus jeune, plus dynamique et plus implanté en Pennsylvanie, avec ce qu'on a comme information, mais qui sait? Qui sait? C'est rare que quelqu'un sort un lapin de son chapeau, comme John McCain avait choisi Sarah Palin, où ça avait été très, très bien perçu après son discours, après la convention, mais tout s'est effondré par la suite. C'est C'était sûr. la catastrophe. Et ce qui est certain, c'est que ce calendrier serré de 100 jours avant l'élection, ça fait que les risques, il faut les éviter au maximum parce que on a
peu de temps pour les gommer. Donc, dernière question pour toi, Jean-Marc, c'est une question de Maxence, je crois. Est-ce que on a une idée, donc oui, il y a des jours qui flottent, l'idée de quand Harris va donner son colistier, mais en fait, je vais poser la question différemment en te disant, aujourd'hui, on est le 27 juillet, quand tu regardes le calendrier en sachant que la convention démocrate démarre le 19, que le Parti démocrate essaye à partir du 1er août de rendre la candidature de Kamala Harris comme étant officielle. Toi, idéalement, dans cette espèce de rythme, donc choix du VP, convention, après convention, Labor Day, etc., à quel moment, ça serait quoi le moment idéal pour toi, pour Kamala Harris, d'annoncer son colistier? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, elle a besoin de poursuivre l'élan qu'elle a présentement et avoir quelqu'un à ses côtés qui démontre le nouveau leadership, la nouvelle génération qui va gouverner les États-Unis. À mon avis, c'est essentiel. Elle n'a pas une journée à perdre. Hein. C'est tellement serré comme calendrier. Je vais rajouter un élément que j'ai oublié de mentionner. Josh Shapiro est gouverneur. Pour ceux qui nous écoutent, un gouverneur, il gère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un comme nous au Canada, c'est un premier ministre de province, là, ou en France, ce serait un premier ministre, malgré que c'est dans une région, là, c'est un peu différent. Là. Mais alors que Mark Kelly est un sénateur. Un sénateur, tout ce qu'il fait, c'est que ça va à Washington voter des lois. En fait, ça n'a pas la même expertise, la même profondeur. Tout ça pour dire que Josh Shapiro a vraiment le profil idéal pour Kamala Harris. Et j'estime qu'à mon avis, d'ici une semaine, ça sera fait. Et probablement plus rapidement qu'on le pense. De toute façon, sur Josh Shapiro, tu prêches un convaincu parce que on avait fait une émission ici avant même, tandis que Joe Biden était toujours candidat, d'accord, en se disant, voilà, si l'option c'est Kamala Harris, la liste des 5 meilleurs élus pour venir être colistier, au-delà de la société civile, parce qu'il y a toujours cette option, mais je n'y crois pas. Et mon premier choix était Josh Shapiro. Donc ça date il y a 10-15 jours. Donc je suis assez d'accord avec toi. Jean-François qui dit, qu'est-ce qu'on apprend quand même grâce à cette émission? Non, c'est vraiment, vraiment formidable. J'apprécie toujours ta venue, Jean-Marc, et tout le monde l'apprécie parce que justement, c'est plein de petites informations, plein de faits extrêmement intéressants qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Et donc, forcément, pour terminer, la question à 1 million à répondre par oui ou par non, je sais, c'est un piège, mais par oui ou par non, est-ce que tu penses que Kamala Harris peut gagner contre Donald Trump le 5 novembre prochain, oui ou non? Ah, mais la question est facile. Peut gagner? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va gagner? Ça, c'est une réponse plus corsée, William. C'est le sondeur là, qui pose la question. Parce que, comme je disais, c'est que on a déjà dit que Trump était foutu. Le lendemain de sa condamnation pour les actes criminels qu'il a posés, c'est terminé. Et à chaque fois, il réussit à ressortir. Un candidat normal, Kamala Harris gagnerait haut la main la prochaine campagne présidentielle. Mais on fait face à un candidat qui est anormal, qui va créer des événements qu'on n'a pas vus, qu'on voit pas. Je veux imaginer les 2 dernières semaines, 2 semaines folles, là. Et c'est pas terminé, là. On a encore beaucoup de temps devant nous. Donc, on peut pas prédire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les chances que Kamala Harris gagne contre Donald Trump sont plus élevées que l'inverse. Si j'avais à gager, je gagerais sur une élection de Kamala Harris parce que quand les forces américaines sont libérées, quand il y a la possibilité de voter pour la nouveauté, quand il y a la possibilité de choisir l'avenir versus le passé, les chicanes et le chaos que représente Donald Trump, moi, je pense que les Américains qui, quelquefois, nous déçoivent, à la fin, font toujours le bon choix. C'est très américain. Les Américains, contrairement aux Français, où vous prenez beaucoup de temps pour prendre une décision, vous la réfléchissez, vous en discutez, vous prenez le temps. Les Américains prennent une décision et la changent tous les jours, jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne. Ça ne les dérange pas de faire une erreur. Ça ne leur dérange pas de dire j'ai failli voter pour Donald Trump. Mais à la fin, la plupart du temps, ils prennent la bonne décision. Et dans ce cas-ci, je pense que Kamala Harris est prête. On sous-évalue souvent les femmes en politique. Elle a été procureure, elle a été sénateur, elle a été vice-présidente. Elle a l'expérience nécessaire, elle a la dynamique.
Elle a surtout le fait qu'elle a perdu à sa première présence, à sa première présence en 2020 comme premier ministre et comme présidente des États-Unis. Et là, cette fois-ci, elle sent que le destin est derrière elle. Imaginez si les États-Unis, malgré tout le chaos des derniers mois, élu pour la première fois une Afro-Asiatique femme comme présidente des États-Unis. Mais les Américains sont capables de le faire. Non seulement ils sont capables, mais il y a une autre information qui va dans ton sens et qu'il faut rappeler, c'est que si on regarde les 4 ou 5 élections où il y a eu effectivement un choix générationnel, c'est-à-dire qu'il y avait un écart d'âge considérable de plus de 10 ans entre les deux candidats, les Américains ont toujours choisi l'option du ticket le plus jeune en se disant voilà, on va essayer le changement et parce que effectivement les électeurs jeunes sont venus voter, il y a dans ce début de campagne de Kamala Harris des élans qui forcément, tu l'as vécu, rappellent la première candidature de Barack Obama en 2008. On n'en est pas là, mais il y a plein de petits signes qui vont dans cette direction-là. En tout cas, Jean-Marc, merci infiniment d'être venu nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu seras à Atlanta à la mi-août pour la convention démocrate? Pas Atlanta, à Chicago plutôt. À Chicago, excuse-moi. Oh oui, j'y serai à Chicago. C'est probablement, moi j'ai vécu plusieurs conventions. Celle d'Obama a été la plus mémorable, mais celle-ci va être quand même assez spectaculaire. C'est vraiment 4 jours d'émotions fortes. Et c'est des moments extraordinaires. Même moi qui a sa propre entreprise et tout ça, ces moments politiques-là, on a l'impression que c'est possible de changer le monde quand on participe à ces événements-là. Non, c'est certain, et la dernière journée va être complètement folle avec effectivement en sommet le premier discours vraiment important de Kamala Harris. On va suivre évidemment tout ça, on se reparlera à ce moment-là. Merci encore une fois de ta générosité, de ton temps. J'invite nos auditeurs de venir s'inscrire sur ton compte X Jean-Marc Léger, en un seul mot, Jean-Marc Léger 1. Donc c'est sur Twitter et tu postes toujours des informations extrêmement intéressantes. C'est vraiment un bonheur de t'avoir parmi nos chutis, c'est un privilège aussi. Je sais pas si tu as un mot de la fin, c'est à toi. Sinon, on va se souhaiter tout simplement un bon week-end. Je te rends la parole. Je ne te vois pas, je t'entends uniquement, donc c'est un petit peu difficile. Donc je te rends la parole pour ta conclusion, Jean-Marc. Ma conclusion est simple. William, on a parlé beaucoup de Donald Trump et Kamala Harris, mais j'aimerais parler de toi un peu. Ton rôle est tellement essentiel pour décortiquer ça dans ce que je disais, dans ce spectre de désinformation. On a besoin de phares, de gens sur qui on peut se fier durant cette campagne-là. C'est tellement important. L'élection de novembre prochain aura une répercussion partout dans le monde. C'est une élection. Trump dit que c'est une élection historique. Pour la première fois, je trouve qu'il a raison. Bon, en tout cas, merci. C'était absolument pas prévu, mais je prends tes compliments. On essaye de faire ce travail sur Twitter et dans nos émissions le plus sérieusement possible. Et effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a un besoin de le faire à une époque où, malheureusement, des deux camps d'ailleurs, on parle souvent des fake news du côté des républicains et de MAGA, mais ça existe dans les deux camps, donc soyez vigilants. Voilà, je te libère. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ne quittez pas, restez avec nous si vous êtes là à nous regarder. Vous êtes un bon petit nombre aujourd'hui à être là en direct, malgré les Jeux Olympiques, malgré les médailles françaises. Et on a quelques petites vidéos à vous montrer, dont les premières pubs négatives contre Kamala Harris et des pubs positives de Kamala Harris. À tout de suite.